Au bord du Doubs, c'est un quartier résidentiel et discret, les Prés de Vaux à Besançon. C'est ici, dans cette grande maison divisée en 5 appartements, que vivait un certain Samuel Gonin. Un nom apparu au cœur de l'été et désormais lié au mystère de la disparition de la jeune Lina, cette adolescente de 15 ans qui s'est volatilisée il y a près d'1 an. Le 10 juillet dernier, le voisin de Samuel Gonin assiste à la découverte d'un drame. Il y a son papa qui est venu, vers 5, 6 heures, 7 heures. Et puis il est monté chez Samuel, quoi. Et puis il tapait, et puis bien sûr, il répondait pas, quoi, Samuel, il répondait pas. Et puis il avait pas les doubles des clés, son papa. Alors il s'est un peu affolé, quoi, parce que son gamin, il a déjà fait une ou deux conneries, quoi. Alors il s'est un petit peu affolé, puis il a appelé les pompiers, quoi. Arrivés en urgence, les pompiers déploient la grande échelle. Ils décident de passer par la fenêtre sur le toit. Ils pénètrent dans ce petit appartement et ils vont découvrir Samuel Gonin qui s'est donné la mort en se pendant. Il a fixé une corde à une poutre et il s'est malheureusement donné la mort. Puis on a entendu le papa qui était un peu désespéré, quoi, puis qui disait c'est pas possible. Et puis alors là on s'est douté qu'il y avait quelque chose qui est arrivé, quoi, si vous voulez. Très vite, les pompiers découvrent un mot griffonné au stylo bille par Samuel Gonin. Une lettre énigmatique adressée à ses 2 enfants. Il va écrire « Je ne sais pas me contrôler, ça va trop vite, je souffre trop et c'est mieux ainsi ». Voilà ces mots exacts. Des mots d'autant plus troublants que Samuel Gonin apparaît aujourd'hui comme le principal suspect dans l'affaire Lina. Car des traces ADN de la jeune fille ont été découvertes dans une voiture volée qu'il conduisait. On a vu surgir en plein milieu de l'été cette voiture retrouvée dans le sud de la France avec des traces d'ADN de Lina. Ça a été un chamboulement incroyable. C'était le changement total de l'enquête. On n'imaginait pas ça. Avec sa mort, ce père de 43 ans emporte avec lui ses secrets. Que s'est-il passé le 23 septembre 2023 ? Comment se serait-il retrouvé sur la route de la jeune fille ? Où est Lina aujourd'hui ? Le principal suspect n'est plus là. Donc on est face à un grand mystère. Moi, j'ai plus trop d'espoir parce que déjà, ça fait bientôt 11 mois et ça me fait peur. On se trouve dans la vallée de la Bruche, qui est une vallée vosgienne du Bas-Rhin, dans la commune de Plaine. La commune de Plaine, c'est 1000 habitants, dispersés en plusieurs hameaux, 5-6 hameaux. Et Lina vit à Champenay, qui est l'un des hameaux de Plaine. Lina, une jeune fille de 15 ans, souriante, et comme beaucoup d'autres, accro aux réseaux sociaux. Une ado normale, qui a plein de copains, elle a plein d'amis. Elle parlait avec beaucoup de personnes. Elle avait la tchatche facile. Lina est scolarisée en CAP aide à la personne. Ses parents sont divorcés et l'adolescente vit seule avec sa mère. Samedi 23 septembre 2023, Lina doit rejoindre à Strasbourg son petit ami Tao. Une relation récente dont l'adolescente avait parlé à ses amis. Moi, elle me disait qu'elle l'aimait, qu'elle était bien avec. Le jour de sa disparition, il est environ 11 h lorsqu'elle quitte son domicile. Son train part à 12h03. Pour se rendre à Strasbourg, elle doit rejoindre la gare de Saint-Blaise, une marche de 3 km au milieu des arbres et des champs. Un trajet qu'elle a déjà effectué à de nombreuses reprises.
Ici, on est en milieu rural et donc on est habitué à faire 2-3 kilomètres à pied sans se poser de questions. On n'a pas de transport en commun plus que ça. Et voilà, bon, certes, le chemin qu'elle empruntait, c'est dans un endroit où il n'y a pas trop de maisons, où voilà, il y a un peu de circulation, mais c'est pas coupe-gorge, non. Sur la première partie de son parcours, Lina longe la départementale 350 pendant 1 km 900. C'est une toute petite route. Peu de gens y circulent. C'est une route assez déserte. Vers 11h15, un témoin croise l'adolescente, seule, sur la première partie de son chemin le long de la départementale. C'est en passant sur la route qu'effectivement je l'ai croisée, mais elle était en train de marcher sur le bord de la route. Où elle allait, je ne savais pas, et ça je ne savais pas plus, mais je l'ai croisée. À 11h20, Lina envoie un message à son petit ami. Elle envoie une vidéo éphémère via le réseau social Snapchat à son petit ami. Elle est en train de se filmer et elle explique justement à son petit ami eh bien, qu'elle a hâte de le retrouver alors que lui l'attend sur le quai de la gare à Strasbourg. Mais ensuite, plus de nouvelles. Lina ne répond pas ni à Tao, ni aux amis qui lui envoient des messages. Du coup, j'ai cherché le Instagram à Tao. J'ai réussi à le contacter. Et c'est au moment où je l'ai contacté qu'il m'a dit que Lina elle avait disparu depuis ce matin. Et que il n'avait pas de nouvelles d'elle. Il était paniqué, il n'était pas bien, il pleurait. Tao se trouve à la gare de Strasbourg pour attendre Lina, donc vers midi, je crois que c'est 12h50, et il ne la voit pas descendre du train. Il s'inquiète, il appelle la maman de Lina, Fanny, pour signaler qu'il y a quelque chose de bizarre. Et en plus, elle ne répond plus au téléphone. Et c'est là que l'enquête commence, puisque la maman va signaler la disparition de Lina auprès des gendarmes. La disparition est signalée par sa mère le jour même, à 14h15. Je veux retrouver ma fille, je veux qu'elle soit près de moi. Comme toute maman, vous comprendrez bien que c'est difficile, c'est une torture de ne plus avoir son enfant près de soi. C'est quelque chose que je souhaite à personne, c'est une grande douleur. Dès le jour de sa disparition, le samedi après-midi, la gendarmerie lance un avis de recherche. Des battues sont rapidement organisées pour ratisser les lieux, avec l'aide des militaires et de la population. Vous avez entendu à droite? Légèrement aller vers la gauche, là maintenant. Donc on cherche tout ce qui est vêtements, sacs à main, traces de sang, des branches cassées, éventuellement des branchages qui ont été déplacés. Sait-on jamais. Et si jamais vous trouvez quelque chose, vous touchez à rien. C'est de suite un gendarme et de suite on s'éloigne de la zone. D'importants moyens sont déployés. Hélicoptères, drones, caméras thermiques, équipes cynophiles et notamment des chiens Saint-Hubert. C'est une race de chiens qui bénéficie de qualités olfactives assez développées. Ils ont un très bon odorat et surtout ils sont capables de repérer la trace d'une personne 24 heures après son passage. Donc ces chiens, ils vont refaire l'itinéraire du domicile de Lina jusqu'à la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Et puis à un moment donné, après un virage, ces chiens, ils vont marquer l'arrêt. Ça va être à cet endroit-là qu'ils vont perdre la trace de Lina. Et ici, aucune trace d'accident ni de sang. Le mystère est total. On a souvent utilisé ce mot-là. Lina s'est vaporisée, elle s'est évanouie dans la nature en un laps de temps extrêmement court. Et c'est ça qui était inquiétant. Et c'est ça qui tout de suite a inquiété les enquêteurs et a inquiété la presse, a inquiété les amis, les habitants du hameau. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette solidarité très vite. Parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose de pas normal, il y avait quelque chose... Un ado disparaît pas comme ça, se volatilise pas en 30 secondes. Lina est-elle montée de gré ou de force dans un véhicule? À 11h22, 2 minutes après avoir envoyé un message à son petit ami, son téléphone a brutalement cessé d'émettre.
Quand le téléphone se coupe, il y a deux possibilités. Soit il a été éteint de manière normale, ou soit on a enlevé la batterie, on a enlevé la carte SIM pour pouvoir se débarrasser de ce téléphone et éviter toute géolocalisation de la personne ou bien auquel appartenait ce téléphone. Est-ce que Lina a volontairement coupé son téléphone portable? Est-ce qu'elle a été contrainte de le faire par ceux ou celui qui l'aurait enlevé? Toutes les hypothèses sont étudiées par les enquêteurs. Une disparition volontaire, ses proches n'y croient pas. Une dispute violente avec son petit ami, le jeune homme est rapidement mis hors de cause. Il apparaît sur les images de vidéosurveillance à la gare de Strasbourg au moment de l'arrivée du train dans lequel devait se trouver Lina. Les enquêteurs fouillent aussi dans le passé de la jeune fille. Quelqu'un pouvait-il lui en vouloir ? Elle, dont la moto avait été volée à 2 reprises. Plus grave, en juin 2022, l'adolescente âgée alors de 13 ans avait déposé plainte pour viol. Ce qu'a pu raconter en fait sa mère sur ces faits, c'est qu'elle aurait été effectivement avec une amie et qu'elles auraient été agressées ensuite, violées par 2 jeunes hommes. Voilà ce qu'on sait a priori des faits pour lesquels elle a déposé plainte pour viol donc en réunion. La plainte, d'abord classée sans suite, est rouverte. Les gendarmes les auditionnent. Les auteurs présumés des faits de viol n'ont rien à voir avec l'enlèvement ou la disparition de Lina. Ça a été démontré, on ne peut pas dire le contraire. Et puis les vols des motos, l'enquête est en cours. Pendant des mois, l'enquête s'enlise jusqu'à une étape déterminante. Les gendarmes tentent d'identifier toutes les voitures qui ont pu emprunter cette route-là le 23 septembre. Ils vont passer en revue toutes les caméras de la région, y compris celles des cols qui encadrent la vallée. Et toutes les données sont méticuleusement analysées, un travail de fourmi. Il y a une difficulté principale, c'est qu'ils ont des véhicules qu'ils ne vont pas pouvoir identifier tout de suite parce que effectivement la qualité des images qui a été filmée n'est pas suffisamment bonne et donc il va y avoir pas mal de difficultés à identifier le bon véhicule. Sur par exemple un véhicule qui va être filmé, ils vont travailler sur 4 ou 5 voitures correspondantes avant de trouver la bonne, celle qui vraiment correspond et qui est passée donc dans ces différents cols ou qui a été filmée par une de ces caméras. Petit à petit, ils parviennent à identifier une dizaine de voitures suspectes et l'une d'entre elles les intéresse particulièrement. Il s'agit d'une Ford Puma gris clair, semblable à celle-ci, immatriculée en Allemagne. Une voiture volée. L'enquête s'accélère. En juin dernier, les gendarmes découvrent que la Ford se trouve dans cette fourrière, à 800 km des forêts vosgiennes, à Narbonne. Pendant plusieurs jours, elle est passée au crible par les experts de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie. Et, comme on dit dans le jargon, le véhicule parle. Elle va être décortiquée, elle va faire l'objet de différentes analyses. Les experts vont se pencher à l'intérieur de ce véhicule. Ils vont faire ensuite une analyse de toutes ces traces retrouvées. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont se rendre compte que l'empreinte génétique, l'ADN de Lina, est bien présent dans cette Ford Puma, donc volée en Allemagne. Les enquêteurs découvrent qu'un homme a déjà été interpellé en janvier 2024 au volant de cette voiture volée. Il s'appelle Samuel Gonin, il a 43 ans. Un homme à la dérive et au double visage. À première vue, Samuel Gonin présente tous les attributs de la banalité. Un monsieur tout le monde de 43 ans. Le voici, veste sur le dos sur cette photo prise il y a environ 2 ans. Prenons la pause dans cette librairie de Besançon. Samuel Gonin est père de 2 jeunes enfants, un homme inséré, auquel la presse locale a même consacré cet article en 2016. C'est un collègue de la rédaction de Besançon qui, dans le cadre d'une belle histoire de Noël, est contacté par Samuel Gonin qui raconte qu'il avait perdu 700 € en liquide au supermarché
et qu'il a retrouvé cette somme en se rendant à nouveau au supermarché, qu'il a pu offrir des cadeaux à ses enfants. À cette époque, c'est Samuel Gonin qui contacte la rédaction de l'Est républicain, qui vient à nous pour raconter cette affaire. C'est effectivement peu banal. Un homme ouvert, souriant. C'est d'ailleurs ce qui a séduit sa dernière petite amie connue. Je l'ai rencontré par le biais de Facebook Rencontres. Et tout de suite, ça a collé. C'est quelqu'un qui a de la discussion, qui est intéressant, qui a plein de culture générale, qui est aussi tolérant, Alors, il a ses passions, moi j'ai les miennes, et puis on peut les partager parce qu'il est ouvert à la musique, parce qu'il est ouvert à plein de choses. Samuel Gonin, un touche-à-tout, tour à tour commercial, vendeur de poids lourds, puis professeur d'ébénisterie dans ce lycée professionnel de Besançon. Voici ce que dit de lui le directeur de l'établissement. C'était quelqu'un de très apprécié par les élèves et les autres professeurs. C'était quelqu'un d'assez discret, mais de très impliqué dans le projet pédagogique. Samuel Gonin est même un temps marié, mais son couple se fissure. Il se sépare de son épouse, se dispute avec son père dont il est très proche. Des épreuves, une mauvaise passe personnelle et au printemps 2023 le début d'un décrochage, d'abord au travail. En juin 2023, M. Gonin nous a présenté un certificat médical signé par un médecin. Il n'a pas abandonné son poste, il était en arrêt maladie. Samuel Gonin ne se présentera plus jamais devant ses élèves. Puis, le professeur perd aussi pied avec ses proches. Il disparaît une première fois. Il va nous envoyer des SMS à moi et à sa maman en nous disant que c'est fini pour lui, pour cette vie-là. Il a envie de partir. Au début, il dit qu'il veut se suicider. Et donc, la maman appelle la police pour faire une alerte disparition. Donc la police l'interpelle, il est amené au CHU de Besançon, en psychiatrie. Car sous le vernis du professeur et du père de famille, Samuel Gonin est un homme malade. Selon son ex-petite amie, il a été diagnostiqué bipolaire et aurait cessé de prendre ses médicaments. Il est plus sous traitement, donc parfois il est confus, parfois il est... Puis je le trouve assez... on voit il tient pas en place de toute manière quand il est pas sous cachet, il est assez perturbé. C'est quelqu'un qu'on dit borderline. C'est quelqu'un qui présente des risques pour lui-même. Voilà, c'est pas quelqu'un de potentiellement dangereux, de ce qu'on a, contrairement à ce qui a pu être dit. Il n'était pas vu comme dangereux pour les experts contre les autres, il était vu dangereux contre lui-même. Avec l'accord de ses médecins, Samuel Gonin finit par quitter l'hôpital psychiatrique. Il dérobe 5 000 € à sa compagne et commence alors pour lui une longue période d'errance. Il est parti en Espagne, par le sud. Et après, moi, je ne sais pas ce qu'il a vécu là-bas, mais il vivait sans rien, il est parti sans affaires, il n'avait pas de carte d'identité, pas de carte bleue, rien. Donc il vivait, comme il m'a dit, comme il le disait, comme un clochard, quoi. Enfin, il était dans la rue, il quémandait de l'argent, il se débrouillait, quoi. À un moment donné, il vivait chez une prostituée, à un autre moment, il était dans un squat, dans des appartements dans le sud. Déjà à la dérive, un autre ingrédient va encore davantage précipiter la chute de Samuel Gonin. On sait que Samuel Gonin souffrait d'addiction à la drogue, et notamment à la cocaïne. On sait que c'est une substance qui coûte relativement cher, et pour s'en procurer, Samuel Gonin était visiblement dans une fuite en avant. L'ex-professeur a besoin d'argent à tout prix. Commence alors pour lui un parcours chaotique et violent. Le 25 août 2023, un mois avant la disparition de Lina, il va croiser la route de Monique, 90 ans. Je remontais ma rue tranquillement. Il n'y avait personne, il faisait une chaleur folle. Et tout d'un coup, je sens qu'on m'arrache mon sac. Je l'ai retenu. Puis il m'a traîné. Je suis tombée sur mes genoux, il m'a tiré sur le trottoir. Et j'ai eu les genoux toutes. Et il me tirait toujours mon sac.
Et il m'a fait retomber sur mon bras qui s'est cassé. Voilà. Et ensuite, il s'est enfui. Et alors là, il a pris mon sac et il s'est enfui. Le même jour, 3 heures plus tard et quelques centaines de mètres plus loin, Samuel Gonin s'attaque cette fois à cette supérette de quartier et à sa caissière. Ce monsieur est entré dans le magasin avec un sourire. Il s'est dirigé vers au niveau des bonbons. Donc je lui ai fait une petite blague en disant mais ça c'est le rayon des enfants normalement. Il a rigolé à ma blague alors qu'elle n'était pas drôle. Ensuite, du coup j'ai pris son article pour pouvoir savoir le montant. Je lui ai dit le tarif, donc il m'a passé une pièce de 2 €. Et au moment où j'allais pour l'encaisser et lui rendre sa monnaie, c'est là qu'il s'est mis à prendre dans la caisse. La vidéosurveillance a capté toute la scène. Le voici ici, habillé d'un sweat noir. Il se penche et dérobe 300 €. Il a sorti un couteau dans la main droite, un tout petit couteau. Il m'a juste dit arrête ou je te plante, mais c'est tout ce qu'il m'a sorti comme mot. Ce qui m'a fait quand même un tout petit peu rire, c'est qu'il a osé quand même prendre son paquet de chewing-gum et sa pièce de 2 €, avec plus les 300 €. Ah oui, il n'a rien oublié. Il n'a rien oublié. Samuel Gonin quitte la supérette, mais ne s'arrête pas là. Cette même journée d'août, il réapparaît, cette fois au volant d'une voiture, une Ford Puma. Avec ce véhicule, il commet un nouveau délit. Samuel Gonin donc, est aperçu dans une station-service du côté de Besançon où il se livre à une grivellerie d'essence, c'est-à-dire qu'il va faire le plein d'essence puis il va partir sans payer. On est le 25 août. Cette voiture, au volant de laquelle se trouve Samuel Gonin, a été volée 2 jours plus tôt sur le parking de ce supermarché allemand à 1h30 de route de Besançon. On sait que cette voiture elle a été volée sur le parking d'un supermarché à Fribourg, c'est donc en Allemagne. C'était le 23 août 2023. L'auteur de ce vol, il s'est emparé des clés de ce véhicule auprès de son propriétaire. Ce propriétaire, il a déposé plainte, il a fait en quelque sorte un portrait robot de l'auteur des faits. Et ce portrait robot, il est en quelque sorte matché avec la description de Samuel Gonin. Au volant de cette voiture, Samuel Gonin va à nouveau faire le plein sans payer, toujours dans cette même station-service de Besançon. Cette fois, le 21 septembre 2023, soit 2 jours avant la disparition de Lina. Sa voiture, cette Ford Puma, aurait-elle pu servir au père de famille pour enlever l'adolescente? Pour tenter de percer le mystère, les enquêteurs ont décortiqué les entrailles du véhicule. Ils en ont extrait les données, et notamment les données de géolocalisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils savent par où est passée cette voiture. Grâce à ces données, les enquêteurs le savent, la Ford s'est bien rendue à Plaine. Mais Samuel Gonin se trouvait-il à son bord? Aujourd'hui, rien ne permet de l'affirmer avec certitude. A priori, le téléphone portable de Samuel Gonin, lui, ne borne pas sur la zone de disparition au moment de la disparition de Lina, ce qui ne permettait pas de le placer formellement au volant du véhicule de la Ford Puma au moment de la disparition de Lina. On peut imaginer qu'il ait tout simplement éteint son téléphone ou qu'il n'a pas pris son téléphone. Donc c'est là où encore il peut y avoir un doute pour les enquêteurs. Aurait-il voulu agresser Lina pour de l'argent ce jour-là, comme il l'avait fait précédemment? Lui qui n'avait a priori rien à faire dans ce lieu, à 200 km de chez lui. Plaine, c'est un endroit très reculé. À 1 heure de route de Strasbourg, on est non loin des montagnes vosgiennes. Il y a énormément de sous-bois, de chemins forestiers. Une seule route départementale qui part de Strasbourg, qui passe par Plaine et qui prend la direction des Vosges. Bref, c'est un endroit où on n'y passe pas par hasard. Alors, les équipes de BFM TV ont pu interroger de nombreux habitants sur place en leur présentant le portrait de Samuel Gonin. Personne n'a indiqué aux équipes de BFM TV avoir croisé cette personne-là au moment de la disparition de Lina, ni dans le passé, ni dans les jours qui ont suivi la disparition de Lina. Il y a beaucoup d'interrogations aujourd'hui. Samuel Gonin, un fantôme, un suspect insaisissable dont la piste s'évapore continuellement entre les doigts des enquêteurs. Après cette journée du 23 septembre, sa trace disparaît. Il faut attendre 4 mois pour le retrouver au volant de sa Ford volée. Toujours dans cette même station-service de Besançon. Il retournera dans cette station le 19 décembre. Donc
4 mois après la disparition de Lina. Là, l'employé va le reconnaître, ce qui est assez dingue. Cette fois, la station-service a pris ses dispositions. Imprimer une photo avec le visage de Samuel Gonin. Alors, lorsqu'en ce jour de décembre, il apparaît dans les écrans de vidéosurveillance, la réaction de l'employé est immédiate. Et là, en fait, il était repéré, on avait sa plaque d'immatriculation, on avait sa tête. Donc là, en fait, on n'a pas débloqué la pompe à carburant. Et on s'est approché du véhicule. Mon collaborateur, donc Benjamin, s'est approché du véhicule. Et là, quand il a compris en fait qu'il était repéré, il a monté immédiatement dans son véhicule et il est reparti directement, quoi. Une nouvelle fois, Samuel Gonin file sans être inquiété. Se sait-il recherché pour la disparition de Lina? Est-ce pour cela qu'il va tenter d'échapper à un nouveau contrôle 3 semaines plus tard? Le 6 janvier 2024, il se trouve alors en région Languedoc-Roussillon et circule sur l'A9 en direction de l'Espagne. Des douaniers, intrigués par la plaque d'immatriculation, veulent effectuer un contrôle et lui demandent de s'arrêter. Il va refuser d'obtempérer. Samuel Gonin va tout faire pour échapper aux douaniers. Il va notamment forcer les barrières d'un péage à Sigean, non loin de Narbonne, à plusieurs reprises. Ce jour-là, il enfonce 3 barrières de péage différentes. Samuel Gonin est finalement arrêté après une course-poursuite de 30 minutes. Il est condamné à 15 mois de prison avec sursis et donne une explication pour la voiture volée. Ce jour-là, il est auditionné devant les gendarmes. Il explique qu'il a acheté ce véhicule pour 100 € de mémoire ou 150 € à Besançon. 6 mois plus tard, il est de nouveau interpellé, cette fois pour les 2 vols avec violence commis à Besançon. Auditionné, il dit avoir disjoncté à partir de 2023. Il passe aux aveux pour les 2 agressions. Et là, c'est là où il explique déjà un peu. Il se livre, il dit qu'il n'en peut plus, effectivement, qu'il descend à chaque fois de plus en plus bas. Samuel Gonin fait-il référence à Lina à ce moment-là? L'étau se resserre en tout cas sur lui. D'autant qu'il doit comparaître le 22 juillet 2024 pour les 2 vols aggravés. Mais il met fin à sa vie 12 jours avant l'audience. On ne sait pas si Samuel Gonin s'est suicidé parce qu'il s'est senti acculé, qu'il a vu que l'étau était en train de se resserrer avec l'avancée des investigations. Mais aujourd'hui, ça reste sans doute l'un des plus grands mystères dans cette affaire. Est-ce que Samuel Gonin avait connaissance que les gendarmes étaient sur sa piste pour la disparition de Lina? Demeure surtout cette autre question majeure. Où se trouve Lina? Pour tenter d'y répondre, les gendarmes retracent kilomètre après kilomètre le parcours de la voiture de Samuel Gonin en s'appuyant sur ses données de géolocalisation. Au cœur de l'été, des fouilles d'ampleur sont entreprises. Ce bois dans les Vosges est ratissé par les gendarmes. Parce que cette voiture s'est arrêtée à un moment donné suffisamment de temps qui pourrait laisser entendre qu'on puisse prendre un corps qui se trouvait dans la voiture et ensuite le déposer un peu plus loin dans un massif forestier, en tout cas dans la nature, et soit l'y déposer, soit l'y enterrer. Les enquêteurs continuent de suivre l'itinéraire emprunté par le véhicule volé. Une semaine plus tard, 90 gendarmes sont déployés cette fois en Haute-Saône, dans cette forêt près de Vesoul. Il y aura toujours ces chiens spécialisés en restes humains et toujours ces gendarmes et toujours ces militaires spécialisés en génie de l'armée de terre. Ce sont des personnes qui sont spécialisées en recherche de corps enfouis, des recherches qui là encore ne vont rien donner. D'autres fouilles vont être sans doute menées prochainement, mais les périmètres à explorer paraissent immenses. Tant Samuel Gonin s'est montré mobile durant son errance. Des zones d'ombre d'autant plus grandes qu'il a aujourd'hui disparu avec ses secrets.